Bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, nous allons présenter l'interface de développement intégré NetBeans dans sa version 8.0. Nous allons utiliser NetBeans pour faire une introduction au développement d'applications web côté serveur en Java. Donc, nous allons de manière concrète présenter ce qu'est un servlet, comment utiliser un servlet pour répondre à une requête HTTP et nous allons voir de quelle manière le serveur Tomcat peut héberger, si on veut, une application Java Servlet. Donc, la première chose que nous allons faire dans NetBeans est de démarrer un nouveau projet. Donc, nous allons aller sur Fichier, Nouveau projet. Et pour être capable de développer des applications web en Java, on utilise une série de librairies qui est communément appelée le Java 2E ou Java Enterprise Edition. Donc, le Java Enterprise Edition est contenu par défaut à l'intérieur du gabarit de projet Java Web. Donc, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner un template de projet Java Web, Web Application. Nous appuyons sur Next. Nous nommons notre projet. Donc, je vais l'appeler Démo Servlet. Nous allons déposer ce projet sur un dossier que j'ai préalablement créé sur mon bureau, qui se trouve juste ici. Voilà. Ensuite, si nous appuyons sur Next, nous devons maintenant choisir le type de serveur sur lequel sera hébergé localement sur notre machine cette application à des fins de test. Donc, pour ajouter un serveur, on voit qu'il n'y en a aucun de disponible présentement. Nous appuyons sur le bouton Add et NetBeans va nous présenter différentes options. Donc, Amazon Beanstalk, Apache Tomcat, Glassfish, GBus, Oracle WebLogic et Wiley sont les serveurs les plus populaires en réalité en ce qui a trait au développement d'applications web côté serveur en Java. Donc, ce que nous allons utiliser, c'est un serveur Tomcat qui est un serveur gratuit, léger, très fonctionnel que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'Internet. Donc, nous appuyons Next tout simplement. Le logiciel ou NetBeans va nous demander de pointer vers l'endroit où se trouve ce fameux serveur. Donc, dans mon cas, mon serveur se trouve tout simplement dans mon C et c'est le dossier Apache Tomcat ici présent. Donc, si je fais ouvrir, on voit que le serveur ou le chemin d'accès a été reconnu par l'application. Ensuite, il suffit de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe que NetBeans va utiliser pour se connecter au serveur chaque fois qu'on va vouloir lancer notre application. Donc, je vais tout simplement utiliser admin et 1, 2, 3, 4. C'est un mot de passe et un nom d'utilisateur par défaut que vous devez choisir, tout simplement. Donc, on appuie sur Finish. On appuie sur Finish encore une fois. Et notre projet web est en train d'être créé. Donc, ce qui a été généré pour nous, en fait, est une arborescence de projet, une arborescence de site web portant le nom que nous avons donné à notre projet. Si nous exposons cette arborescence, nous voyons qu'elle est composée de différents sous-dossiers. Le dossier webpage contient en fait les différentes pages et les différentes ressources nécessaires à notre site web. Donc, la première chose qui est générée pour nous est une page HTML, donc index.html, qui contient quoi? Qui contient le code que vous voyez présentement ici dans l'interface usagée. Je veux attirer votre attention sur le fait que le doctype est un doctype HTML5. Donc, par défaut, NetBeans génère une application HTML5 pour nous et les réponses qui vont être générées par notre code côté serveur vont aussi être de format HTML5. Donc, nous voyons ensuite deux sous-dossiers, MetaInif et WebInif. Donc, ce sont des dossiers restrictifs dans le sens où l'utilisateur ou la personne qui va vouloir
avoir accès à une ressource sur notre site web ne pourra pas tout simplement taper le URL d'un fichier se trouvant dans un de ces dossiers. Ce sont des dossiers protégés, en fait. Ce qui doit être accessible directement par le web doit se trouver dans la section générale, dans la racine de notre dossier webpage, et toutes les pages qui doivent être protégées, qui ne doivent être accessibles qu'à partir d'une autre page ou d'un lien de redirection, doivent être déposées à l'intérieur du fichier web init. Donc, si nous exécutons notre application pour voir si la connexion entre le serveur Tomcat que nous avons pointé tout à l'heure et notre application Java Web est bien fonctionnelle. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur le petit bouton Play. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, on voit ici le serveur qui démarre. Il est en train de initialiser notre application. Il va la lancer. Et dans 4, 3, 2, 1, 0, voici notre première application web côté serveur. On voit que Tomcat est un serveur local, tout simplement à partir du URL ici, donc localhost, qui est notre machine, et que le serveur Tomcat opère par défaut à partir du port 8085, et que présentement, il nous permet de visualiser l'application qui se trouve dans le dossier démo servlet. Si jamais le port 8085 était déjà utilisé par une autre ressource, une autre application, mais on a tout à fait la possibilité de modifier la configuration de notre serveur en allant sur Service, en cliquant avec le bouton droit sur le serveur Tomcat et en allant dans les propriétés, nous voyons ici que nous pouvons changer le port du serveur, tout comme nous pouvons changer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si jamais votre serveur Tomcat refuse de démarrer, cette erreur est habituellement due à la chose suivante. Donc, je vais aller sur mon C, donnez-moi quelques secondes, et sur mon C, j'ai le dossier Apache Tomcat qui est le dossier contenant mon serveur. À l'intérieur de ce dossier, si vous allez dans le bin Catalina, dans ce fichier Catalina, si on l'ouvre avec Notepad++, habituellement, quand le serveur Tomcat refuse de démarrer, c'est tout simplement parce que sous certaines versions de Windows, il faut venir dans ce fichier à la ligne 196. À l'origine, dans mon fichier, j'avais des guillemets ici que j'ai effacés. Et la même chose à la ligne 201, j'avais juste ici des guillemets que j'ai effacés avant de re-sauvegarder le fichier. Une fois que ces modifications ont été faites, normalement, votre serveur devrait démarrer sans aucun problème. Donc, voici, c'est aussi simple que ça de créer une application web côté serveur en Java. Le problème est que présentement, elle ne fait pas grand-chose, votre application. Nous aimerions être capables, à partir d'un formulaire, par exemple, web, en HTML, de transmettre de l'information vers notre code côté serveur, qui en Java s'appelle un servlet, qui n'est tout simplement qu'une classe Java, et de voir comment ce servlet-là est capable de récupérer cette information, de la traiter et de nous générer une réponse. Donc, la première chose que nous allons faire ici est de créer un petit formulaire contenant quelques contrôles HTML standard. Donc, dans le body, nous allons venir créer une form. Cette form-là, nous allons lui donner, créons tout simplement la form pour l'instant. Donc, nous allons créer une form. À l'intérieur de cette form, nous allons rajouter, disons, quelques textbox. Donc, un input type text. Nous allons lui donner un attribut name.
puisque comme dans d'autres technologies côté serveur, c'est à travers la valeur qu'on associe à l'attribut name qu'on est capable au niveau du serveur de récupérer l'information qui a été transmise soit par un post, soit par un get. Donc, appelons ça ici le nom. Euh, voilà, je ne vais pas mettre d'ID puisque nous allons garder ça simple pour l'instant. Nous n'allons pas faire de CSS ou de mise en forme. Nous voulons tout simplement voir comment il est possible de transférer de l'information de notre page HTML vers un servlet qui est la classe Java qui reçoit l'information au niveau du serveur. Donc, voici. Rajoutons ensuite, disons, quelques boutons radio. Donc, allons-y de la manière suivante. Value. Donc, votre nom. On va changer de ligne. Super. On va se rajouter quelques boutons radio, comme je l'ai spécifié. Donc, input, type, radio. Ensuite, name. On va l'appeler le sexe de notre utilisateur. Et on va donner une value. Oups, parfait. Donc ici, on va avoir H pour homme, ou allons-y, homme. Donc, fermons le tout et écrivons homme, suivi d'un second bouton radio. Pardon. Juste ici. Bon, allons-y. Qui va toujours garder le même attribut name, puisque les boutons radio sont mutuellement exclusifs. Ils sont transmis sous forme d'une espèce de collection de tableaux. Donc, ici, nous allons rajouter parfait. Donc, sur une autre ligne, rajoutons encore une fois un BR. Nous allons maintenant rajouter, disons, un select. Ça va, donc un menu déroulant. Donc, allons-y avec un select. Donnons-lui un name. Et allons ici chercher disons, le pays natal de notre client. Donc, on va appeler ça location. Parfait. Et permettons s'il y a une sélection multiple. Multiple. Et permettons de voir au moins trois items de sélection à la fois. Donc, size, excusez-moi. Donc, size 3. Parfait. Et maintenant, créons nos différentes options. Donc, option, value, Canada, et Canada. Et ensuite, allons-y relativement rapidement en copiant, voilà, en collant. Donc, donnons-nous quelques options aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devrait suffire. Donc, disons Canada, USA. Donc, allons-y ici aussi avec USA.
Ensuite, Cameroun, disons, Algérie, poursuivons avec, tiens, le Mexique, suivi pour finir de la France. Et rajoutons-nous pour boucler la boucle une balise de type input type submit et donnons-lui la value save. Et voilà. Donc, voyons si tout est conforme au niveau de notre interface usager avant d'attaquer la transmission des informations vers notre serveur. Parfait. Donc, nous avons bel et bien un formulaire dans lequel nous retrouvons un text box suivi de deux boutons radio et suivi d'un combo box, si on veut, contenant 6 items. On peut faire une sélection unique ou, en appuyant sur CTRL, on peut faire une sélection multiple. Donc, tout ça est super, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir de quelle manière nous pouvons récolter chacune des informations que nous venons de décrire, les transférer à ce qu'on appelle un servlet, concept que nous allons découvrir dans quelques secondes, et voir comment ce servlet est en mesure de récupérer cette information, de la traiter et de nous fournir une réponse. Donc, nous allons fermer ceci et maintenant attaquer la création de notre servlet. Donc, si je retourne sur l'arborescence de projet, ce que je vais faire ici, c'est en cliquant avec le bouton droit sur Web Page et en allant sur Nouveau, je vais choisir ici un servlet. Il est important de noter que le développement d'applications web en Java, selon la technologie que nous utilisons ici, est fortement inspiré du patron de conception, du design pattern MVC. Donc, MVC pour Model View Controller, où le modèle est ce qu'on appelle un Beans ou un Java Beans, donc une classe Java créée par le programmeur ou une classe Java, native de la technologie Java Enterprise Edition. Notre contrôleur va toujours être un ou plusieurs servlets et nos vues vont être soit des pages HTML, soit des JSP, des Java Server Page, sujet que nous allons aborder dans une vidéo subséquente. Donc, pour aujourd'hui, créons un servlet. Donc, quand on veut créer un servlet, on doit d'abord le nommer, en tout cas donner le nom de la classe qui va représenter ce servlet, puisqu'un servlet est une classe. Donc, appelons-le user info cert pour user info servlet. Ça va? On voit que ce servlet va être sauvegardé dans un dossier en particulier et faire partie du package qui est notre application. Ensuite, on va appuyer sur le bouton Next et ici, nous avons une page de configuration très importante. Pourquoi? Parce que c'est dans cette page de configuration qu'on fait ce qu'on appelle en Java du mapping, qu'on va associer le bon servlet, donc le bon contrôleur, à la bonne requête HTML. Un peu comme en PHP, quand on soumet un formulaire par la méthode POST ou GET, on va aussi spécifier une action. Et sous cet attribut action, en général, on marque le nom du script PHP qui doit être appelé et à qui on doit passer les informations contenues dans la requête HTTP. Et ce script PHP-là a la responsabilité de les récupérer, de les traiter et de fournir une réponse. Donc, avec le mapping qu'on va faire ici de manière graphique, notre serveur Tomcat va associer ou va déterminer d'après les requêtes qui lui sont envoyées
par la machine de votre client, quel est le bon servlet, donc quelle est la bonne classe Java à appeler pour lui passer en paramètre deux objets. Un objet de type request qui contient l'information relative qui contient l'information qui a été transmise par le browser du client et un objet response qui permet à notre servlet, donc à notre contrôleur, de fournir une réponse. Donc, normalement, toute cette configuration peut être faite à l'aide d'un fichier XML qui s'appelle web.xml. Par contre, puisqu'on utilise NetBeans, ce fichier-là, si jamais nous choisissons de cocher Add Information to Deployment Descriptor, ce fichier est généré automatiquement pour nous et les balises HTML, les balises XML, nécessaires à faire ce mapping, ils sont inscrits automatiquement. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai déjà nommé le nom de ma classe. Ensuite, je vais donner un nom à mon servlet. Donc, quelle est la différence entre le class name et le servlet name? Ben, c'est tout simplement pour des raisons de sécurité. Si jamais je donne le même nom à mon servlet que le nom de classe qui lui représente, ben, n'importe quel pirate ou n'importe quel utilisateur saurait automatiquement, d'après le nom que je donne à mon servlet, quel est le nom de la classe correspondante sur mon serveur qui permet de gérer euh, de gérer la requête qui vient d'être envoyée. Donc, quel est le mécanisme qui est utilisé dans la méthode, dans l'action de notre formulaire? Au lieu de donner le nom d'un script PHP, par exemple, on va donner ce qu'on appelle un URL pattern. Donc, c'est un peu un synonyme ou oui, un synonyme ou un surnom qui va permettre à notre serveur d'associer le bon servlet à la bonne requête. Donc, ici, je vais créer un URL pattern qui s'appelle, disons, get info. Et appuyons sur Finish. Donc, automatiquement, on voit que notre espace de travail a un peu changé. On a un servlet qui vient d'être généré juste ici. Nous allons passer quelques instants pour voir ce que ce servlet fait concrètement, quelle est sa structure, quelles sont ses différentes sections. Dans l'arborescence de projet, on voit qu'un servlet n'est rien d'autre qu'une classe Java à cause du point Java. D'ailleurs, on le voit aussi dans l'éditeur de texte. Un servlet est une classe Java qui hérite d'un objet HTTP servlet. Mais plus important encore, dans notre dossier web INF, nous avons un web descriptor qui a été créé, donc un fichier XML qui permet de faire le mapping entre la vue, donc la page HTML ou JSP qui va soumettre des informations au serveur et le servlet qui va être identifié par le serveur pour répondre à cette requête. Donc, allons voir que ce que NetBeans a écrit pour nous dans le fichier web.xml basé sur les configurations que nous avons faites en créant notre servlet. Donc, double-cliquons sur le fichier et voici ce à quoi ressemble un fichier web.xml. Donc, un fichier web.xml va nous permettre d'effectuer plusieurs configurations au niveau de notre site web côté serveur en Java. Mais pour l'instant, voici les deux sections majeures qui nous intéressent. Donc, la section majeure qui nous intéresse ou les balises majeures qui nous intéressent sont les balises servlet qui permettent de déclarer un nouveau servlet. Donc, pour chaque servlet ou pour chaque contrôleur que nous allons créer dans notre application, nous allons avoir une balise XML servlet qui doit ou qui va être ajoutée à l'intérieur de notre fichier web.xml. À l'intérieur de cette balise servlet, que trouvons-nous? Nous trouvons une sous-balise servlet name qui représente le nom que nous avons donné à notre servlet. Cette balise est importante pour le mapping. Nous allons voir ce que ça signifie tout à l'heure. Et ensuite, nous avons servlet class qui contient le nom de la classe Java qui est notre servlet et qui doit être identifié par le serveur en utilisant le servlet name. Donc ici, j'ai gardé le nom pour les deux. On aurait pu avoir un servlet name différent d'un servlet class, mais je voulais garder les choses un peu simples pour aujourd'hui.
Maintenant, la deuxième balise qui est très importante pour nous et qui nous permet de compléter ce fameux couplage permettant au serveur d'identifier le bon servlet à appeler suite à une requête particulière est la balise servlet mapping. Donc la balise servlet mapping, elle aussi contient deux sous-balises. La balise servlet name qui contient la même string que celle qui avait été déclarée dans la balise servlet et elle contient ensuite une sous-balise URL pattern qui, elle, contient la string que l'on doit demander à travers la barre de navigation si on veut appeler spécifiquement ce servlet. Donc, faisons un petit test pour vérifier si ça marche pour l'instant. Donc, je vais retourner dans mon servlet et avant d'expliquer les différentes sections du servlet, regardons tout d'abord le code HTML qui va être généré si nous appelons spécifiquement ce servlet. Pour l'instant, je ne vais pas l'appeler à partir de mon formulaire. Je vais demander directement le servlet à mon serveur Tomcat, un peu comme on pourrait demander directement un script PHP en marquant son URL à l'intérieur de notre barre de navigation. Donc ici, je vais tout simplement écrire une string disant ça marche. Parfait. Sauvegardons le tout. Lançons notre application. Donc, l'application est lancée. Par défaut, le point d'entrée d'une application web est toujours le fichier index.html. Donc, voici le formulaire que nous avions codé dans notre index.html. Par contre, dans la barre de navigation, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement rajouter le URL pattern qui identifie spécifiquement le servlet que nous avons créé tout à l'heure. Et si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quand je soumets la requête, voilà la réponse qui a été générée par le servlet. Donc, on vient bel et bien de prouver que en utilisant un URL pattern, le serveur Tomcat, à travers le fichier web.xml, a été capable d'associer la bonne requête identifiée par le URL pattern, au bon servlet, servlet qui a été mappé à cette requête à travers la balise servlet mapping. Donc maintenant, modifions un peu notre formulaire, notre page HTML, pour qu'on puisse appeler ce servlet à partir de notre formulaire ou d'une page HTML. Donc, je vais fermer ceci, retourner dans mon index.html et ici, je vais faire la chose suivante. Je vais rajouter, évidemment, on a méthode et action, donc je vais rajouter action. Et qu'est-ce que nous allons mettre dans l'action? Nous allons mettre le URL pattern, encore une fois, qui va permettre à notre serveur de déterminer le bon servlet à appeler. Donc, relançons l'application. Et cette fois-ci, comme d'habitude, c'est notre formulaire qui va être généré en premier lieu, puisque c'est le index.html qui est toujours lancé par défaut. Et au lieu de demander spécifiquement ici dans la barre de navigation notre servlet en marquant nous-mêmes le URL pattern, nous allons plutôt soumettre le formulaire et voir ce que le serveur va faire. Donc, je soumets le formulaire et automatiquement, le bon servlet a été appelé. Et nous venons de nous rendre compte ici, puisque vous vous souvenez que dans mon formulaire, j'ai rajouté une action qui était le URL pattern getInfo, mais je n'ai pas rajouté une méthode. Je n'ai pas spécifié est-ce que je voulais que mon formulaire soit soumis à travers un post ou à travers un get, mais en inspectant la barre de recherche, nous nous rendons compte que notre information a été soumise par défaut en utilisant un get, puisque nous voyons des variables URL qui ont été transmises. Donc les variables URL, d'ailleurs,
allons-y une deuxième fois. Donc, par exemple, Fernand Tonier. Ensuite, on va choisir femme et on va choisir, tiens, États-Unis. Donc, je vois ici que la variable URL nom a été transmise et initialisée avec Fernand Tonier, suivi du sexe qui était, d'accord, ouais. Je suis pas une femme, je suis un homme, mais bon, suivi du sexe qui était femme et suivi de la localisation qui était USA. Donc, la morale de l'histoire ici est la suivante, c'est que en Java, côté serveur, programmation web Java côté serveur, quand on ne spécifie pas quelle est la méthode de transmission des informations entre la vue et le contrôleur, donc entre la page HTML ou la page JSP et le servlet, mais par défaut, cette information est transmise par un GET. Donc, si on spécifie une méthode, par exemple, spécifiant formellement un get, mais on va se rendre compte que le résultat est le même que si on ne spécifie rien du tout. Donc, corrigeons l'erreur de tout à l'heure. Donc, Fernand Tonier, homme, Canada. Donc, on voit que le résultat est le même. Notre servlet est toujours appelé. On garde en tête ici que nous n'avons pas encore rajouté le code qui permet au servlet de récupérer cette information et de générer une réponse qui prouve qu'il a bien récupéré cette information. Ici, on voit tout simplement que le bon servlet a été appelé et que les bonnes informations, lui, ont été passées, mais il ne les a pas encore utilisées. Maintenant, si nous modifions notre code HTML pour soumettre notre formulaire par la méthode POST, nous allons constater que le bon servlet est toujours appelé, encore une fois, parce que le serveur Tomcat utilise le fichier web.xml pour associer la bonne requête, donc le bon URL pattern, au bon servlet. Donc, allons ici avec Wahida Benaïssa, qui est femme et qui vient d'Algérie. Soumettons. Donc, nous voyons ici que le bon servlet a été appelé à travers le URL pattern. La preuve en est que il a généré la réponse par défaut qui est codée présentement dans notre servlet, mais nous ne voyons aucune variable URL, aucune variable URL qui a été juste apposée à la suite du URL du servlet, puisque nous avons soumis par POST et non par GET. Donc maintenant, allons voir un peu la structure d'un servlet pour comprendre comment il est constitué, quelles sont les différentes fonctions qui doivent être override à l'intérieur d'un servlet pour nous permettre de récupérer concrètement de l'information, de la traiter et de générer une réponse intéressante. Donc, fermons ceci et basculons sur notre servlet. Donc, premièrement, un servlet est une classe de Java, tout ce qu'il y a de standard. Pour être capable d'exploiter différentes ressources dans l'API Java, on doit importer certaines classes. Donc, un servlet a besoin minimalement d'être capable de générer des exceptions d'entrée-sortie. La classe PrintWriter est l'équivalent du mot echo en PHP. Donc, c'est à travers un objet de type PrintWriter qu'on va être capable de générer, entre autres, une réponse HTML ou une réponse HTTP, excusez-moi, qui va être interprétée par un browser sous forme de page HTML. Ensuite, on a des objets de type servlet exception, puisque notre servlet est une classe particulière qui a l'intelligence de traiter des requêtes HTTP, donc elle a ses propres exceptions qu'elle est capable de générer. Évidemment, on a
la classe HTTP Servlet, classe dont on hérite pour être capable d'exploiter différentes fonctionnalités qui ont été prédéfinies, précodées pour nous. On a l'objet HTTP Servlet Request. Euh, les objets de type HTTP Servlet Request sont des objets qui sont générés par le serveur dès la réception d'une requête HTTP en provenance de la machine du client. Et ces objets sont les objets qui contiennent toutes les informations qui ont été soumises au serveur par le client. Ensuite, nous avons les objets HTTP Servlet Response qui sont aussi créés par le serveur lors de la réception d'une requête, mais qui sont des objets qui à la base sont vides, qui sont des contenants à l'intérieur desquels notre servlet va déposer la réponse ou va construire la réponse qui doit être redirigée vers la machine du client. Donc, voyons la structure de base générée par notre serveur Tomcat. Notre serveur Tomcat nous génère une classe du nom que nous lui avons spécifié à travers le panneau de création de servlet. Cette classe hérite de HTTP Servlet et contient plusieurs méthodes. En fait, les deux méthodes qui nous intéressent vraiment sont celles qui sont mises en commentaire ici par NetBeans, soit la méthode doPost, qui est une méthode override parce que nous en héritons de HTTP Servlet. Et comme on constate ici, cette méthode reçoit, c'est moi je structurer ça un peu mieux, reçoit en paramètre un objet de type HTTP Servlet Request, donc un objet contenant les informations en provenance du client, et un objet de type HTTP Servlet Response, un objet permettant à cette méthode de générer une réponse qui sera redirigée vers le client. Et elle est capable de générer des exceptions de type servlet et des exceptions de type IO qui sont standards en Java. La méthode doGet est la méthode qui est appelée par défaut lorsqu'on ne spécifie pas le mode de transmission d'informations vers le serveur. Donc, lorsqu'on ne spécifie ni de get ni de post et qu'on soumet automatiquement, c'est la méthode doGet qui va être appelée. Donc, c'est à l'intérieur de cette méthode que nous devons rajouter le code qui nous permet de répondre à un transfert d'informations par la méthode get. De la même manière, nous avons la méthode doPost qui reçoit en paramètre les mêmes objets, si on veut, que la méthode doGet, et qui génère les mêmes exceptions. Mais cette méthode est appelée lorsqu'on soumet un formulaire ou une page web en utilisant un post. NetBeans génère aussi pour nous automatiquement une méthode qui s'appelle processRequest. Pardon. Donc, NetBeans génère aussi automatiquement pour nous une méthode qui s'appelle processRequest, dont nous allons nous débarrasser en fait, mais qui fait quoi pour nous lors de la création par défaut d'un servlet, mais qui génère la réponse que nous voyons tout à l'heure. Donc, la méthode processRequest était appelée automatiquement dans le doGet, donc quand on soumettait par la méthode get, et dans le doPost qu'on soumettait par la méthode post, et recevait en paramètre l'objet de type request et l'objet de type response. Donc, en réalité, peu importe qu'on soumettait par un get ou par un post, on générait exactement la même réponse au client. Et qu'est-ce que cette méthode faisait? En fait, cette méthode, d'abord, à travers l'objet response et la méthode setContentType de l'objet response, spécifiait quel était le type de réponse qui allait être générée, donc une réponse sous forme HTML en utilisant des caractères UTF-8. Donc, avant de se débarrasser de cette méthode, nous allons effectivement exploiter cette ligne de code puisque dans nos propres réponses personnelles, que ce soit que nous allons coder dans le doPost et le doGet, nous devons aussi générer des réponses sous forme HTML. Donc, nous allons recopier ça ici dans le doPost et aussi dans le
do get. Et à partir de là, ben, nous pouvons pour l'instant nous débarrasser de cette fameuse méthode qui a été générée automatiquement pour nous et travailler de notre propre chef. Donc, ce que je vais faire ici, dans le, laissez-moi vérifier, présentement, nous sommes en post, parfait. Donc, je vais aller travailler pour l'instant dans le do post. Donc, dans le do post, je vais rajouter la chose suivante. Je vais créer un objet de type printWriter. Donc, un printWriter qu'on va appeler out. Et comment est-ce qu'on initialise un objet de type printWriter? C'est avec l'objet response qui nous est fourni par le serveur Tomcat.getWriter. C'est cette ligne de code qui nous permet d'initialiser l'objet que j'ai appelé out et qui va nous permettre de générer des réponses comme le mot-clé echo en PHP, comme je l'ai mentionné préalablement. Donc, c'est super. Maintenant que nous avons un crayon qui nous permet d'écrire, de générer des réponses que nous renvoyons au client, ben, faut-il encore générer cette réponse basée sur les informations qui nous ont été soumises par ce fameux client. Donc, si nous regardons un peu qu'est-ce qui nous est proposé comme information par notre formulaire, ben, nous avons des textbox, des boutons radio, nous avons quoi d'autre? Nous avons des selects. Donc, voyons étape par étape comment est-ce qu'il est possible de récupérer de l'information de chacun de ces différents types de contrôles de base HTML. Donc, retournons dans notre servlet. Commençons par voir comment il est simple de récupérer de l'information en provenance d'un textbox. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais déclarer tout simplement une string. Et cette string-là, je vais l'appeler, disons, nom, tout simplement. C'est le nom de notre client. Le nom qu'on veut récupérer égale le nom du client a été transmis à travers une requête HTTP au serveur Tomcat. Le serveur Tomcat a créé un objet de type request qui englobait ou encastrait toutes les informations soumises en provenance du formulaire. Donc, c'est à l'intérieur de l'objet request que nous pouvons espérer récupérer cette information. Et c'est à l'intérieur, et c'est à l'aide de la méthode request.getParameter, en spécifiant comme paramètre ici la même string que nous avons spécifiée à l'attribut name correspondant. Donc, on voit que c'est différent du PHP, mais c'est en même temps relativement semblant. Puisqu'en PHP, comment faisons-nous pour récupérer de l'information dans un script qui a été soumis à partir d'un formulaire HTML? Ben, c'est que nous utilisons le super tableau global $_get ou $_post qui reçoit, dans lequel on met en paramètre une string qui a la même valeur que la string qu'on a utilisée dans l'attribut name du formulaire. Donc, l'idée est relativement la même ici. Bref, une fois que je vais avoir récupéré le nom dans la variable nom, ou plutôt, juste pour faire différent, dans la variable name, ben, maintenant, je vais utiliser mon printWriter, la variable out, pour soumettre une réponse qui sera de la forme suivante. Out.println. Et qu'est-ce qu'on va print? On va print la string suivante. Je suis la réponse qui provient du servlet et vous êtes
et ici, pardon, et vous êtes 2 points plus name. Donc, allons-y. Donc, on veut prouver ici que puisque nous soumettons par un post avec le URL pattern getInfo, c'est bien le servlet ici présent qui va être appelé et c'est bien la méthode doPost qui va être appelée et non la méthode doGet qui de toute façon pour l'instant ne fait absolument rien, ne soumet absolument aucune réponse. D'ailleurs, peut-être même pour que ce soit plus clair, ce que nous allons faire pour débuter, c'est la chose suivante. Je vais créer un autre print writer à l'intérieur de doGet et ici, dans le doGet, on va tout simplement écrire je suis la réponse qui provient du doGet. Ça va? Donc, dans le doGet, on répond, mais on n'a pas pris la peine de récupérer des informations qui avaient été transmises par le request, alors que dans le doPost, on répond en prenant la peine de personnaliser la réponse. Donc, c'est juste pour prouver ce qui se passe, quelle méthode de notre servlet est appelée, dépendamment de si on envoie notre requête par un post ou par un get. Donc, commençons par ne pas spécifier de méthode du tout. Donc, je vais enlever ça, je vais sauvegarder, je vais lancer l'application. Donc, en ne spécifiant pas de méthode du tout, techniquement, c'est le do get qui devrait être appelé. Donc, on devrait avoir le message, je suis la réponse provenant du get. Donc, soumettons. Et voici, je suis la réponse qui provient du get. Maintenant, retournons à notre code et écrivons spécifiquement get. Nous devrions encore une fois avoir la même réponse. Voilà, provient du doGet. Et maintenant, changeons le tout pour un post. Parfait. Et relançons l'application. Donc, gardons en tête que ce que notre servlet tentait de récupérer comme information dans la méthode doPost était la valeur du textbox se trouvant ici. Le textbox ayant l'attribut, ayant pour valeur à son attribut name, la string non. Donc, si je n'écris rien, ben, il va récupérer la valeur par défaut, votre nom. Donc, allons-y, soumettons votre nom. Et si je prends la peine d'écrire Adam Bicatal Bitonier, même si je choisis d'autres informations, ben, on voit que c'est tout simplement le nom qui est récupéré. Donc, il est relativement facile, que ce soit par la méthode doGet ou par la méthode doPost, de transmettre des informations à un servlet. D'ailleurs, si jamais votre vue, donc votre formulaire n'est pas encore prêt, mais que votre servlet, votre contrôleur l'est et que vous voulez tester ses fonctionnalités, ben, vous pouvez tout aussi bien fonctionner de la manière suivante. Si je lance cette application, en fait, faisons la chose suivante. Donc, je vais aller dans mon servlet et je vais récupérer le code
que j'ai mis dans mon post, CTRL-C, et je vais aller le placer intégralement dans mon doGet et que je relance l'application. Oups, quelle erreur y a-t-il? Pardon. Out. Ah, d'accord, parce qu'il n'y a pas de print writer. Excusez-moi. On a voulu aller trop rapidement. Voilà. Donc, on sauvegarde, on exécute. Donc, ce que je veux prouver ici, c'est que en développement web, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre que notre interface usager soit construite à 100%, comme celle qu'on a ici, pour être capable de tester notre serveur. Parce que tout ce que j'ai à faire en réalité, je ne me souviens plus du URL pattern, donc je vais aller le chercher, c'est get info. Tout ce que j'ai à faire en réalité, c'est d'appeler directement mon serveur en lui passant en paramètre, en variable URL, ben, l'information que j'aimerais lui soumettre et automatiquement, il va me générer la réponse qu'il a été programmé pour me générer. Donc, dans le développement d'une grosse application web, si tous les formulaires, si toutes les vues HTML ou JSP ne sont pas encore prêtes, on n'est pas obligé de stopper le développement. On peut quand même tester le fonctionnement de nos contrôleurs en leur passant directement des variables URL et en traitant la réception de ces variables URL à travers la méthode doGet de nos différents contrôleurs. Donc, faisons le test ici, Rachel, par exemple. Et voilà. Donc, on voit bel et bien que je suis la réponse qui provient du servlet et vous êtes Rachel. Donc, c'est le doGet qui a été appelé ici parce que par défaut, quand on envoie des variables URL dans la barre de navigation, mais on soumet par la méthode get, donc c'est le doGet qui est appelé. Et voilà pour la réception d'informations provenant d'un text box ou d'un input type text. Maintenant, nous n'avions pas que des input type text à l'intérieur de nos interfaces usagers, nous avions aussi des boutons radio. Donc, comment peut-on récupérer l'information provenant d'un bouton radio en sachant que les boutons radio sont mutuellement exclusifs, ce qui veut dire quoi en français? Ben, ce qui veut dire la chose suivante. Ce qui veut dire que peu importe le nombre de boutons radio que j'ai sur une page, si je leur ai tous donné la même valeur à leur attribut name, il n'y en a qu'un qui peut être sélectionné à la fois, alors que les checkbox, par contre, eux, peuvent, on peut en sélectionner plusieurs à la fois. Donc, quand je coche un ou l'autre, ben, comment puis-je déterminer lequel d'entre eux a été sélectionné ou quelle est la valeur de celui qui a été sélectionné? Donc, si on se rappelle, dans notre code HTML, on avait donné la valeur sexe à chacun de nos deux boutons radio. Pardon, on leur avait donné oui, la valeur d'initialisation pour leur attribut name, sexe, et pour la valeur en tant que telle, pour l'attribut value, on avait spécifié homme ou femme. Donc, ce que nous allons faire dans notre servlet, encore une fois, que ce soit fait dans le get ou dans le post, c'est tout simplement, est-ce que vous voulez que l'information soit passée et visible à travers des variables URL ou que cette information soit accessible seulement par votre servlet dans le post et qu'elle ne soit pas visible sous forme de variable URL dans votre barre de navigation. Donc, ce que je vais faire ici, je vais rajouter un deuxième paramètre, une deuxième variable de ce string, encore une fois, que je vais appeler sex et toujours à travers notre objet de type request et la méthode get parameter, ben, je vais aller récupérer une
à travers, oups, à travers la même string que j'ai utilisée pour initialiser l'attribut name de mes boutons radio, je vais aller récupérer la valeur qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Donc, je suis la réponse qui provient du servlet et vous êtes, on va donner le nom suivi de et vous êtes, allons-y comme ceci. Vous êtes, ok, de, ouais, de sexe, un espace, et ensuite, ça devrait faire le boulot. Donc, on est dans le do post, lançons le tout. Parfait. Donc, maintenant, tapons un nom, Aya, qui est une jeune fille et qui vient du Canada. Évidemment, l'information Canada pour l'instant n'est pas intéressante puisque elle va être transmise, mais on n'a pas de code qui nous permet de la récupérer. Donc, si nous cliquons dessus, parfait. Donc, je suis la réponse qui provient du servlet, qui provient du do post du servlet, et on voit que Aya a été transmis et de sexe femme a été transmis. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Maintenant, rajoutons la réception d'informations en provenance d'un contrôle HTML qui permet des sélections multiples. Donc, si jamais je voulais récupérer, si jamais l'utilisateur faisait des sélections multiples, donc comme dans la situation suivante, plutôt, juste pour que ce soit visible, je vais y aller plutôt avec un get cette fois-ci. Donc, si l'utilisateur faisait des sélections multiples, donc ici, ne regardez pas la réponse pour l'instant, puisqu'on n'a pas adapté notre servlet à cette réponse. Mais si je choisis Canada, que j'appuie sur CTRL, que je choisis Cameroun et Algérie, et que je soumette, ben on voit bien que on a plusieurs paramètres qui ont été transmis ici. Donc, on a le nom et dans la location, on a à la fois le Canada, on a à la fois le Cameroun et on a à la fois l'Algérie qui ont été transmises. Donc, comment est-ce que je fais pour récupérer toutes ces informations-là à l'intérieur de mon script, puisque pour la même variable, j'ai différentes valeurs possibles. Donc, il faut garder en tête que présentement, nous faisons une introduction. Nous voyons tout simplement comment on peut transférer de l'information d'un formulaire à un servlet. J'ai mentionné aussi tout à l'heure que cette technologie exploite grandement le patron de conception MVC. Donc, plus on avance, plus on va préciser la bonne technique de programmation qui ressemblera à quelque chose comme ceci. On soumet de l'information à notre servlet, qui est un contrôleur. Ce contrôleur va instancier un des multiples objets que nous avons créés, objets qui sont spécialisés pour des tâches bien spécifiques. Il passe en paramètre à cet objet-là les informations qu'il a recueillies du formulaire ou exploite les propriétés ou fonctions publiques de cet objet qui lui retourne une information que le contrôleur va utiliser pour générer sa réponse directement ou information que le contrôleur va passer à une JSP, une Java Server Page, qui est le type de fichier standard qui nous permet de générer des vues. Donc, c'est un peu la séquence des opérations vers laquelle on va aboutir dans quelques semaines dans ce cours de formation web côté serveur Java. Mais pour l'instant, voyons tout d'abord comment il est possible de récupérer des sélections multiples
en provenance d'une balise HTML qui permet des sélections multiples. Donc, ce que j'ai pris comme exemple ici est un select. Donc, allons adapter notre code de servlet. Et que ce soit dans le get ou dans le post, l'idée, encore une fois, est la même. Donc, allons dans le get. Donc, puisque nous sommes en get. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de mes paramètres de tout à l'heure. En réalité, peut-être pas tous, on va garder le print writer et le nom ne nous intéresse plus. Donc, cette réponse aussi va changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt cette fois-ci créer un tableau de type string qui s'appelle pays et je vais récupérer non pas le request.getParameter, mais le request.getParameter_values. Et la value qui m'intéressait était la location si si je me souviens bien. Allons vérifier. Donc, c'était bel et bien location que nous avions sélectionné. Et pour valider que, dépendamment du nombre d'items qui ont été sélectionnés, ce tableau est un tableau dynamique puisque sa longueur va correspondre au nombre d'items sélectionnés. Faisons la chose suivante. Donc, out.print ln. Et qu'est-ce que nous allons passer en paramètre? Le pays.length. D'ailleurs, faisons la chose suivante. Vous avez sélectionné ça, plus, on va convertir ça en string. Plus, donc, vous avez sélectionné d'accord, allons-y. Donc, regardons le tout. Allons-y. Donc, si nous ne sélectionnons qu'un seul pays et que nous soumettons le tout, vous avez sélectionné un pays. Si nous sélectionnons contrôle 2 pays, vous avez sélectionné 2 pays. Si nous sélectionnons tous les pays, vous avez sélectionné 6 pays. Maintenant, comment est-il possible de visualiser ces pays? Donc, allons-y de manière, peut-être pas la plus professionnelle, mais tout simplement pour montrer qu'on est capable d'avoir accès à chacune des informations qui a été sélectionnée, qui a été insérée dans ce fameux tableau dynamique ici. Donc, je vais créer une boucle pour aujourd'hui, une boucle for int i égale 0, virgule, i plus petit que pays.length, i plus, et à l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce que nous, i plus, excusez-moi, i plus, et à l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce que nous allons faire? Oups, point virgule, point virgule,
Et à l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement faire la chose suivante. Out.println et nous allons print pays I, tout simplement. Donc, les pays sélectionnés apparaissent dans le tableau dans l'ordre sélectionné. C'est-à-dire que si je relance l'application et que je sélectionne 4 pays parmi les 6, ben, ils vont respectivement apparaître dans l'indice 0, 1, 2, 3 et 4, mais dans l'ordre dans lequel ils ont été sélectionnés. Donc, si je choisis Canada, contrôle suivi de Cameroun, Canada sera dans l'indice 0 de mon tableau, Cameroun sera dans l'indice 1 de mon tableau, Mexique sera dans l'indice 2 de mon tableau et France sera dans l'indice 3 de mon tableau. Donc, allons-y. Et voilà. Donc, on a sélectionné 4 pays, Canada, Cameroun, Mexique et France. Et voilà comment en Java Web, côté serveur, on peut, à travers un tableau dynamique, récupérer de l'information en provenance de divers en provenance de divers contrôles, certains à sélection unique, certains en sélection de type. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment associer un serveur Tomcat à NetBeans pour être capable de lancer une application Java Web côté serveur. Nous avons vu comment créer un servlet et comment, à travers le fichier web.xml, mapper ce servlet-là à une requête faite par un client à travers ce qu'on appelle une URL, une variable URL. Nous avons vu quelle était la structure de base d'un servlet, quelles étaient les classes dont un servlet avait absolument besoin pour son fonctionnement, quelle était la classe dont un servlet héritait et quelles étaient les deux méthodes principales qui doivent être override pour être capable de répondre dans un servlet à une requête soumise par la méthode get ou la méthode post, qui sont le doGet ou le doPost. Nous avons aussi vu que quand aucune méthode de transmission n'est spécifiée, les informations sont automatiquement transmises au serveur par une requête de type GET. Et voilà pour cette première introduction de programmation web côté serveur en Java. Merci et on se revoit au prochain vidéo.